dans l'ensemble de notre système éducatif. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. La discussion générale est donc maintenant close. Nous allons passer à l'examen de l'article unique de la proposition de loi. Nous sommes saisis de 18 amendements. Nous commençons donc avec le premier amendement, avec 4 amendements identiques, pardon. Ce sont des amendements de suppression. Le AC2, le AC5, le AC11 et le AC12. Monsieur Lossuc. On présente les 4 en même temps et on donne ensuite la parole au rapporteur. Monsieur Lossuc. Merci Madame la Présidente. Effectivement, cet amendement vise à supprimer l'article unique. J'ai entendu l'ensemble des arguments du rapporteur avec attention. Je témoigne évidemment pour une circonscription qui particulière, mais dans laquelle la question de la mixité sociale vaut autant pour le privé que pour le public. Et je pense fondamentalement que si nous voulons traiter la question de la mixité sociale, il faut l'aborder d'un point de vue rassembleur et non pas en divisant et en opposant les deux modèles. Je pense que les deux écoles participent au service public de l'éducation nationale à partir du moment où l'école privée est sous contrat. Donc moi, je vous invite plutôt à repenser un modèle dans lequel on affronte les deux de front et les deux problèmes en même temps. On le fait notamment à Paris pour l'école publique. On peut le faire pour l'école privée, mais pas en opposant les deux modèles et pas en réduisant les financements qui contribueraient à accentuer les différences sociales dans l'école privée. Monsieur Michelet pour le AC5. Oui, merci Madame la Présidente. Le groupe UDR propose de supprimer l'article unique de la proposition de loi. Au nom des professeurs, des personnels, des plus de 2 millions d'élèves aujourd'hui scolarisés au sein d'écoles privées et de leurs familles, nous refusons les condamnations portées contre l'enseignement privé par cette proposition. Non, la mixité sociale construite à coup d'indicateurs, de quotas et d'algorithmes ne résoudra pas les problèmes de notre système éducatif, dont la mission fondamentale, face aux inégalités, est d'offrir à tous les élèves, partout sur le territoire, des enseignants et des enseignements d'une égale qualité. Non, l'école privée n'est pas un gouffre financier qui détourne les fonds de l'école publique, comme l'a rappelé ma collègue. Ce sont 8,5 milliards d'euros d'économies qui sont réalisés par l'État et surtout par les collectivités territoriales. Et puis non, l'enseignement privé n'est pas la cause des dysfonctionnements du système scolaire. Au contraire, cet espace de liberté peut être une chance pour l'éducation nationale qui peut s'inspirer de ce qui fonctionne. Cette proposition de loi est une attaque idéologique contre l'enseignement privé, plus spécifiquement contre l'enseignement catholique, dont nos collègues ne tolèrent pas le simple droit à l'existence. Pour notre part, nous défendrons toujours la liberté de nos écoles privées d'exister et la liberté de nos familles de les choisir. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons donc à l'amendement AC11 avec Monsieur Chudeau. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Les intentions politiques de votre PPL sont tout à fait transparentes, elles sont même d'une clarté biblique. Elles s'inscrivent dans la continuité de votre rapport Vanier-Weisberg de l'année dernière, qui avait fait scandale pour son sectarisme laïcard et son caractère de réquisitoire stalinien. Mais surtout, votre PPL repose sur un postulat hautement contestable, c'est que la mixité serait la condition de la réussite scolaire. Cela revient, cher Monsieur Vanier, à une sorte de darwinisme social. Vous considérez qu'il faudrait, pour que l'école fonctionne, mélanger les enfants du peuple, qui seraient selon vous des crétins congénitaux, avec des bourgeois, des enfants de bourgeois, qui seraient dotés d'un QI extraordinaire. Et que là, ça fonctionnerait. Je pense que votre darwinisme social rejoint votre racialisme de base et que, d'une certaine manière, nous assistons à une déroute intellectuelle de LFI. Donc, sur cette base, nous nous opposerons fermement à votre PPL et nous voterons sa suppression. Je vous remercie. Nous passons à l'amendement AC12 avec, s'il vous plaît, merci. Amendement AC12, Madame Meunier. Oui, merci Madame la Présidente. La droite républicaine, par cet amendement de suppression, entend marquer sa désapprobation de l'esprit et de la méthode retenue par le rapporteur sur les enjeux de mixité sociale dans nos établissements privés. Nous ne pouvons en aucune manière nous associer à une entreprise de sape et de déstabilisation de l'école privée grossièrement partisane. Il nous apparaît évident qu'en souhaitant mettre en place un outil statistique punitif sur le critère de la mixité sociale dans les établissements privés, les signataires de ce texte méconnaissent gravement une part importante des raisons pour lesquelles les chiffres sont en effet en baisse ces dernières années. Notre groupe tient à souligner qu'il ne minore en rien l'importance de ce sujet qui lui paraît mériter une analyse moins caricaturale et doctrinaire que celle proposée ici.
Les parlementaires de la droite républicaine ont le souci constant de redonner à notre école ses capacités d'émancipation collective et de la rendre plus à même de s'adapter efficacement aux spécificités de chaque territoire, sans quoi elle est vouée à ne pas satisfaire ses missions fondamentales. Si nous nous opposons à la réponse planificatrice, centralisée et autoritaire de cette proposition de loi, pour reprendre le mot du sénateur Brisson, ce n'est pas parce que nous nions les difficultés exposées, mais bien parce que nous estimons que l'approche retenue est à l'exact inverse des politiques publiques qu'il faudrait mener pour sortir notre école de l'ornière. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Pour votre avis, des micros, Madame Meunier, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Le Suc, vous suggérez que nous portions notre attention aussi sur les établissements publics. Vous avez tout à fait raison, les enjeux de mixité valent aussi dans l'enseignement public. Mais je veux vous rappeler que, contrairement à l'enseignement privé, les établissements du public obéissent à la carte scolaire. Il y a un secteur de carte scolaire par collège, un secteur de carte scolaire par lycée, et que de ce point de vue-là, la composition sociale et scolaire de ces établissements publics est très approchante de la composition sociale de la population qui habite dans ces secteurs de carte scolaire. Je veux aussi indiquer, Monsieur Le Suc, que la modulation des moyens consacrés aux établissements publics est déjà mise en œuvre avec un critère d'IPS qui vaut dans 30% de l'allocation de ces moyens au niveau académique et au niveau infra-académique. C'est au fond cette logique que je propose d'étendre aux établissements privés. Chers collègues de l'UDR, contrairement à vous, et parce que je suis fidèle à la loi Debré, je ne reconnais pas, et vous l'avez noté, je n'ai jamais décrit d'établissement de cette façon, d'établissement catholique, ou protestants, ou musulmans, ou juifs, ou même laïcs. Je ne reconnais que des établissements à caractère propre. C'est ainsi qu'ils sont définis dans la loi Debré, et je crois qu'en républicain, en laïque, il faut être attaché à cette définition, et il faut légiférer pour tous les établissements à caractère propre, quelle que soit leur spécificité, et libre à eux, d'ailleurs, de choisir, de mettre en avant telle ou telle singularité. Monsieur Chudeau, vos outrances, nous y sommes habitués, mais aujourd'hui, je trouve que vous étiez particulièrement exalté. Permettez-moi cette appréciation. Je retrouve dans votre expression ce que je lisais dans votre exposé des motifs, puisque vous proposiez dans votre amendement de suppression la création d'un indice de mixité culturelle. Et j'ai retrouvé là, Monsieur Chudeau, les fondamentaux de l'extrême droite. Au fond, sa façon de voir dans les origines supposées des élèves un facteur peut-être d'assignation à comportement et à comportement scolaire. Sachez, Monsieur Chudeau, au passage, que toutes les études indiquent que les élèves d'origine étrangère, puisque je sais que cela vous intéresse fréquemment, réussissent, quand on efface l'effet de l'IPS, tendanciellement mieux dans notre système éducatif que les autres. Enfin, Madame Meunier, je veux répéter, et j'espère que cette fois-ci vous allez m'entendre, parce que moi, j'aime quand on débat du fond des choses et du vrai des choses, et pas quand on débat d'autres choses. Ma proposition de loi ne vise en rien la mise en œuvre d'un mécanisme planificateur, centralisé et autoritaire, comme vous l'avez décrit. Ma proposition de loi repose sur un système incitatif, progressif et territorialisé, puisqu'elle ne concernera que les établissements privés sous contrat présentant un écart de composition sociale significatif avec les établissements publics du même territoire, c'est-à-dire qu'elle ne concernera que les établissements privés qui contribuent spécifiquement à la ségrégation socio-scolaire et, Madame Meunier, à proportion de cette contribution. Voilà pourquoi je vous demande aux uns et aux autres un retrait de ces amendements, et à défaut, ce sera un avis défavorable. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Nous avons donc l'intervention d'un certain nombre de commissaires. Je vous demanderai donc d'être succinct et de ne pas dépasser 1 minute chacun. Nous commençons par Sacha Houillet.
Moi, je redis des choses que vous avez dites et présentées comme des arguments et qui sont des écueils de votre proposition de loi. D'abord, le fait de se réserver à seuls quelques établissements la proposition de loi qui module les financements, c'est un problème. Elle devrait concerner tous les établissements, c'est une première difficulté. La deuxième, c'est que vous confondez comme indicateur l'IPS et un indice de mixité sociale que vous créez et qui ne participe pas à l'intelligibilité du système que vous voudriez mettre en place. Et puis enfin, le caractère réglementaire de votre proposition de loi pour son troisième alinéa, et notamment sur la modulation des pénalités entre 10 et 50%. D'abord, il me paraît assez disproportionné. Ensuite, il me paraît être sujet à un contrôle constitutionnel qui serait assez sévère avec cette rédaction. Et puis, enfin, vous dire que moi, je ne souhaite pas, compte tenu de ce qui a été exposé, y compris pour le motiver, la suppression de cet article, mais sa réécriture, et je le présenterai ensuite. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'il reste que la position dans laquelle vous l'avez inscrite, et ça je le redis, reste que ce serait une PPL de témoignage, et c'est là bien dommage dans la façon dont vous l'avez inscrite. Je vous remercie. Monsieur Patrielletus. Merci Madame la Présidente. Nous n'avons pas pour habitude de voter des amendements de suppression, mais cette fois-ci, nous le ferons avec mes collègues Horizon, parce que, je l'ai dit dans mon propos liminaire, il y a la loi, il y a l'esprit de votre loi. Et dans l'exposé des motifs, à aucun moment vous ne parlez d'un objectif de mixité sociale pour les établissements d'enseignement public. Il y a chez vous une cécité sur l'importance aussi, même si vous avez expliqué les raisons pour lesquelles vous n'en parlez pas. Mais nous pensons au sein du groupe Horizon que la mixité sociale mérite mieux qu'une réponse partielle. Elle exige une réflexion globale, articulée autour des territoires, des réalités locales. On a évoqué le cas de la Bretagne et des efforts de coopération entre tous les acteurs éducatifs, privés comme publics, à l'échelle d'un territoire. Et donc plutôt qu'un dispositif punitif et uniforme, engageons-nous dans un travail législatif ambitieux et transpartisan qui permette des solutions concrètes, adaptées aux spécificités de chaque territoire. Et nous ne pensons pas malheureusement qu'en partant de votre loi, même avec des réécritures, nous pourrons aboutir à ce travail sérieux et transpartisan. Je vous remercie. Monsieur Fabrice Brun. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Moi, je voudrais apporter un regard complémentaire de terrain ardéchois. J'ai entendu qu'on citait l'Ardèche au fond de la salle. Moi, quand je visite les écoles publiques ou privées de ma circonscription, quand je rencontre les élèves ou les enseignants du lycée Marcel Gimond, du lycée Jules Froment ou de la maison familiale et rurale de Villeneuve-de-Berre, je ne vois pas un enseignement à deux vitesses susceptible de fracturer le pays. Moi, je vois plutôt avec les yeux de la raison et non pas ceux du ressentiment, la liberté d'éducation, un droit pour tout parent de choisir les orientations de l'éducation qui est donnée à ses enfants, tel que le dispose d'ailleurs l'article 5 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et je crois que c'est important à ce stade du débat de rappeler, de marteler que c'est cette liberté de choix qui guide et qui guidera toujours notre action. Et ce n'est pas en opposant public et privé qu'on améliorera les apprentissages de nos enfants. Moi, je crois que ça passe aussi et déjà par le retour des fondamentaux à l'école. Lire, écrire, compter et respecter. Et Merci. Je crois que c'est déjà tout un programme. Merci. Monsieur Balanant. Oui, merci. Le groupe démocrate, on a pour habitude évidemment de ne pas voter les amendements de suppression dans le cadre des niches. Donc nous ne voterons pas ces amendements de suppression. Parce que je pense qu'il faut qu'on ait le débat. C'est un débat intéressant. Hein. C'est un débat intéressant, mais pour qu'il soit intéressant, il faut qu'il soit sur des bases claires et réelles et factuelles. Et je reviens sur le Finistère. Dans le Finistère, il y a 204 maternelles privées, 344 publiques. Il y a 201 écoles élémentaires privées, 334 publiques. Il y a 62 collèges publics et 46 collèges privés, plus 2 collèges Diwan qui ont leurs particularités. Donc vous voyez bien, contrairement à ce que vient d'affirmer Madame Messmer et ce que vous venez d'affirmer, il n'y a pas du tout de désert en Bretagne, dans le public. Le public est majoritaire, même dans le Finistère. Et je vous encourage à regarder la carte de la répartition de ces collèges. Ces collèges sont bien répartis. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir le débat. Et les règles, il doit y avoir des règles identiques. Merci. Et évidemment, chaque enfant doit réussir. Et je reviendrai tout à l'heure sur quelques exemples de réussite dans le public et dans le privé, dans mon cher département du Finistère. Madame Calvez. Merci Madame la Présidente. Le groupe Ensemble pour la République votera contre ces amendements de suppression parce qu'il faut qu'on ait un débat. Si la stratégie, l'exposé des motifs présentés par le rapporteur ne nous convient pas, nous on veut pouvoir vous soumettre et contribuer à ce que l'on puisse identifier des réponses possibles face à ce défi de la mixité. Donc nous ne voulons pas nous concentrer uniquement sur les écoles privées, nous ne voulons pas simplement regarder l'indice d'une mixité au sein d'un établissement, mais vraiment l'apprécier par territoire
territoire, parce que tout le monde l'a constaté, on ne vit pas le même rapport entre les écoles publiques et privées de part et d'autre de la France. Et on voudrait pouvoir poser le débat sur l'IPS par rapport à l'indice de mixité, le fait aussi de ne pas être uniquement dans un rapport de malus, mais de dire aussi que l'incitation est importante, la modulation non seulement du financement de l'État, mais aussi des collectivités locales, inciter aussi pour plus de transparence sur non seulement le financement de ces écoles privées sous contrat, mais aussi leurs critères de sélection ou encore d'éviction. Ça nous apparaît important d'avancer dans une bonne concertation sur ce sujet. Profitons de cette séance. Merci. Madame Martin. Merci beaucoup de me donner la parole. Et bonjour évidemment à tout le monde. Je pense qu'il est impératif de ne pas caricaturer ce qui est proposé par le rapporteur, sinon nous ne pourrons pas travailler dans de bonnes conditions. On ne dit en rien fermeture d'établissements privés sous contrat, bien sûr, de quelque nature. On ne rend pas responsable l'école privée de telle ou telle difficulté éducative et ou scolaire que pourrait rencontrer le pays. D'ailleurs, on n'évoque même pas le fait de réduire les financements. On dit simplement que bénéficiant d'argent public et que le fait de bénéficier d'argent public crée un certain nombre d'obligations, tout simplement. Et que dans ces obligations, le fait d'accueillir tous les enfants nous paraît être quelque chose de tout à fait évident. C'est tout ce que nous disons. Merci. Monsieur Arenas. Merci Madame la Présidente. Je disais dans mon intervention tout à l'heure qu'il n'était pas question de relever la guerre scolaire. C'est une réalité, cette proposition-là ne le propose à aucun moment. La guerre scolaire, c'est autre chose. Et nous en sommes sortis, comme ça a été rappelé par mes collègues. On nous fait le reproche que cette proposition-là est idéologique. Mais oui, l'école est idéologique. Et c'est idéologique de penser que dans notre pays, qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde, nous avons une coexistence entre des écoles privées et des écoles publiques. C'est idéologique. J'ai entendu notre collègue Chudeau rappeler le stalinisme, peut-être, Monsieur Chudeau, que vous faites allusion à ces écoles uniques dans lesquelles on embrigade et on endoctrine des enfants. Ce n'est pas ni l'esprit de notre groupe et ni l'esprit de cette proposition de loi, je veux vous rassurer sur ce point. En revanche, il est une réalité que dans notre pays, parce que c'est le fruit de l'histoire, nous avons des territoires dans lesquels les parents d'élèves n'ont pas le choix de l'école publique. Et ce n'est pas un mal. C'est simplement le fait que les écoles privées, dans l'esprit de la proposition de loi que nous avons à étudier, doivent concourir au service public qui nous rassemble et qui nous réunit et qui est le contrat social que nous héritons de façon idéologique de Jean-Jacques Rousseau. C'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous réunit. Donc, je vous remercie. Est-ce que c'est logique? Oui. Mais il nous semble qu'elle est nature de rassembler et non pas de diviser comme ça a été à nombre de fois rapporté. Merci Madame Bagné. Et le groupe démocrate ne votera pas les amendements de suppression pour laisser le débat se dérouler. Nous avons dit que le sujet de la mixité sociale est important. Mais par contre, nous notons que ce dispositif est complètement inapproprié et vous n'apportez pas de réponse sur deux questions que nous avons soulevées dans notre discussion générale. Comment faites-vous pour les petits effectifs de nos communes rurales? Comment est-ce qu'on mesure l'indicateur? Comment on met en place un indicateur de mixité sociale quand il y a 25 ou 40 élèves? Et puis deuxième question, vous laissez quand même de côté le côté sélectif de certains établissements publics. Ce sujet-là n'est absolument pas abordé par vous. Je prenais l'exemple de deux lycées tout à l'heure. Lycée privé de Laval, 121 d'indicateurs. On prend le même lycée à Rennes, 139. Donc il y a quand même un sujet auquel vous ne répondez pas. Vous laissez complètement de côté le problème de la mixité sociale dans les établissements publics. C'est un sujet aussi. Et par ailleurs, il ne faut pas caricaturer les choses. Le fait de passer parfois par le privé, ça va aussi permettre parfois à des élèves issus de classes défavorisées d'avoir un parcours de réussite aussi. Ça existe. Je vous remercie. Madame Rouault. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, je pense que dans ce qui a été dit, notamment par notre collègue Balanon, qui a parlé du Finistère, moi je peux parler de l'Ille-et-Vilaine, effectivement, en ruralité, on a moins de difficultés de mixité entre les écoles publiques et les écoles privées, c'est un fait. Par contre, dès qu'il y a des transports en commun, comme dans les grandes villes, là, il y a un vrai sujet sur la mixité, et notamment dans les quartiers les plus pauvres, de périphériques souvent de villes. Aujourd'hui, on a du REP et des REP+, et puis je peux vous assurer
que la population qui est dans ces écoles est une population extrêmement pauvre. Et par ailleurs, c'est souvent aussi ces quartiers qui ont le plus faible taux d'intégration par le travail et tout. Et donc là, il y a un vrai sujet, de mixité. Et je pense que c'est bien d'aller au débat parce qu'on ne peut pas ignorer ce problème. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Pour aller à l'essentiel, je souhaite que nous ayons le débat, moi aussi, et je remercie les collègues qui s'engagent à le permettre. Notamment, ce débat permettra de creuser la question passionnante de l'indicateur, des indicateurs, des modalités de leur construction. Monsieur Houllier, si je propose la création d'un nouvel indicateur, c'est parce que, et on entrera peut-être dans le débat plus tard, mais l'IPS a des limites, et c'est l'ADEPE notamment qui, dans le cadre de l'audition que j'ai faite avec elle, nous a alerté sur ce point. L'IPS, il est déclaratif, et ce sont les chefs d'établissement qui le renseignent, et dès lors qu'il y aurait une modulation du financement qui dépendrait de ce niveau d'IPS, vous voyez qu'on a une faiblesse dans cet indicateur. Et par ailleurs, c'est un indicateur social. Il me paraît nécessaire d'avoir aussi des données scolaires pour lutter contre une ségrégation qui est sociale et scolaire. Remarque également sur l'effet du moins 50% du malus que je propose, rapporté à l'ensemble du budget de l'établissement, dans l'hypothèse où il faudrait aller au maximum de ce que la proposition de loi permettrait. Ce serait un tiers des recettes de l'établissement qui serait diminué, puisque c'est 75% des fonds de ces établissements qui viennent de fonds publics. Je le dis par rapport à votre observation, Monsieur Houllier, sur le caractère constitutionnel. Cette proposition de loi est constitutionnelle que vous évoquiez. Monsieur Patriélétus, Madame Bagné, même si j'ai bien noté que vous n'auriez pas la même position, vous n'allez pas avoir la même position sur ces amendements de suppression. Mais globalement, sur la question de l'école publique, Monsieur Patriélétus, je vous prends au mot. Vous dites, en matière de mixité sociale, la mixité sociale mérite mieux qu'une réponse partielle. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il se trouve qu'aujourd'hui, la réponse est partielle parce qu'elle ne concerne que les établissements publics. Il y a la carte scolaire, il y a l'allocation des moyens en fonction de l'IPS, il y a la quantité de dispositifs que j'ai évoqués tout à l'heure. Ma proposition de loi vise justement à étendre aux établissements privés, 2 millions d'élèves, 7500 établissements, des dispositifs qui nous permettent d'atteindre des enjeux de mixité. Donc je suis d'accord avec vous, n'ayons pas de faux débat, sur la nécessité d'affronter cette question aussi dans le périmètre du public. Elle me paraît en partie traités par des dispositifs existants qui sont insuffisants, qu'il faudrait compléter. Je suis tout à fait, moi, j'ai le souhait que nous allions aussi dans cette direction. Mais s'il y a un endroit où le sujet n'est pas abordé aujourd'hui, c'est le périmètre de l'école privée. Donc, ça n'est pas une façon pour moi de biaiser, pas du tout. C'est au contraire dans la volonté d'avoir une approche sur l'ensemble du spectre du système éducatif public et privé. Je m'arrête là. Je vous remercie. Nous allons donc mettre aux voix ces amendements de suppression de l'article unique. Qui vote pour ces amendements de suppression? Qui vote contre ces amendements de suppression? Ils sont rejetés. Nous passons donc maintenant à l'examen de l'amendement suivant, le numéro AC14, Monsieur Houllier. Merci Madame la Présidente. Comme je l'indiquais tout à l'heure, en fait, il s'agit de réécrire de façon globale l'article unique qui est proposé par le rapporteur, et notamment en prévoyant un dispositif bien plus simple, avec une pondération des moyens attribués pour les établissements scolaires du primaire comme du secondaire, avec l'indicateur de mixité sociale. Alors j'ai effectivement repris votre indicateur de mixité sociale, mais qui serait de mon point de vue indexé sur l'IPS, lequel indicateur de mixité sociale de toute façon ferait l'objet d'une précision par décret, tout comme les pondérations, puisque je vous ai dit tout à l'heure, lorsque j'appréciais, ou plutôt j'observais la rédaction qui était la vôtre, que la modulation relevait davantage de la voie réglementaire. Voilà la réécriture que je propose pour poursuivre des objectifs qui sont similaires, mais plus englobants que les vôtres dans la proposition de loi. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, votre amendement a pour objet de créer un indicateur de mixité sociale servant de base à la répartition des moyens attribués aux établissements scolaires. J'entends que cet amendement entend améliorer la mixité sociale dans les établissements. Toutefois, il ne permettra pas, à mon sens, d'obtenir les résultats escomptés. L'IPS est déjà prise en compte par les académies pour allouer les moyens entre établissements publics. La DAF indique ainsi que l'IPS joue pour environ 30%, les deux autres critères pris en compte étant le nombre d'élèves et l'évolution démographique attendue. Il ne semble pas possible d'aller plus loin dans la mesure où les établissements publics sont soumis à la carte scolaire. S'agissant des établissements privés, la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République a prévu que soit créée dans chaque académie une commission de concertation veillant notamment à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements privés sous contrat. Ces commissions de concertation, qui seraient l'organe adéquat pour aborder la question de la modulation des financements, n'ont même pas encore été créées dans environ un tiers des académies et aucun bilan de leur action n'a été établi plus de 3 ans après l'adoption de cette loi. Enfin et surtout, dans le cadre législatif actuel, le principe de parité des financements et la non-fongibilité des crédits entre public et privé ne pourraient, en tout état de cause, que conduire à réallouer des crédits supprimés à des établissements privés très favorisés vers d'autres établissements privés, peut-être moins favorisés, mais ayant néanmoins presque toujours un IPS supérieur, voire très supérieur, aux établissements publics du même bassin. Je suis donc défavorable. Je vous remercie, Monsieur Chudeau. Si, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Moi, je conteste absolument le fait que la mixité sociale soit l'alpha et l'oméga de la réussite du système éducatif. Je considère que, parlons un petit peu, si vous voulez, Monsieur le rapporteur, de la carte scolaire. Tout à l'heure, vous rappeliez que la carte scolaire traduisait dans les établissements la composition sociologique des quartiers. Il existe donc, dans nos établissements publics, des écoles de quartiers populaires, et dans ces écoles, on réussit parfois très bien. Pourquoi y réussit-on très bien? Eh bien, c'est l'effet maître qui est décisif, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. C'est pas la mixité sociale qui fait la qualité de l'école, c'est la qualité de l'enseignement, qui dépend de la qualité du professeur. Donc, si vous voulez, nous nous opposons systématiquement à tous les amendements ayant pour base la mixité sociale. Je vous remercie. Monsieur Houillet. Moi, je ne suis pas d'accord avec la défense du rapporteur qui considère qu'effectivement, c'est aujourd'hui existant dans la loi. D'abord, c'est des dispositions qui sont défendues par le groupe socialiste au Sénat et à l'Assemblée. Voilà. Et c'était d'ailleurs une disposition qui figurait dans la proposition de loi de la présidente. Donc elle apporte bien une modulation qui aujourd'hui n'existe pas. Par ailleurs, la question de la pondération entre les établissements, y compris même au sein du privé, si on a une répartition des moyens au sein même des établissements privés, eh ben, c'est quand même assez rassurant de savoir que ceux qui sont les plus favorisés devront finalement avoir un mécanisme de péréquation au profit de ceux qui ont un IPS qui est plus faible. Quand bien même celui-ci reste plus élevé que les établissements dans leur ensemble. Donc en tout cas, je pense que cet amendement, comme les dispositions que j'ai défendues, sont de nature à améliorer la situation, et c'est la raison pour laquelle, naturellement, je maintiens mon amendement. Monsieur Arenas. Oui, une réaction, Madame la Présidente, c'est le rapporteur. Monsieur Chudeau, vous pouvez avoir des marottes, vous pouvez avoir des positionnements doctrinaires, mais ça ne résiste pas à l'aune des études. Ce que vous dites est faux. Les pays qui réussissent le mieux dans le cadre des études internationales, dont d'ailleurs nous pouvons contester la validité idéologique que vous contestez, ce sont précisément des pays dans lesquels la mixité sociale et la mixité scolaire est de mise. Mais ce sont aussi des pays, Monsieur Chudeau, dans lesquels le nombre d'adultes qui encadrent les enfants sont bien supérieurs à ceux qui existent dans les écoles publiques. Je prendrai pour exemple un pays du Nord qui, dans le cadre des établissements dans lesquels les indicateurs sociaux, IPS, dirait M. Sachaouli, sont les plus faibles. Ce qu'on pourrait qualifier ici, dans notre pays, comme les villes dans lesquelles il y a des quartiers où les populations sont les plus précarisées. Il y a 2 enseignants dans chaque classe, et non pas un seul, dont parfois d'ailleurs l'absence n'est pas remplacée. Donc ne nous trompons pas de débat. Ce n'est pas la proposition de loi qui mettrait en échec la mixité sociale comme quelque chose d'inefficace. Au contraire, elle renforcerait ce caractère et nous aurons l'occasion, les uns et les autres, de débattre sur les moyens de l'éducation nationale. Et j'espère que nous nous retrouverons, Monsieur Chudeau, sur les 4000 suppressions de postes et notamment sur les AED et tout ce qui fait la communauté scolaire pour les enfants, que ce soit dans le public, mais aussi dans le privé. Merci. J'aimerais quand même aussi prendre la parole sur cet amendement. Juste, en tout cas, une alerte. Cet amendement, il rédige l'article, il rédige à nouveau l'article. Ça veut dire qu'il remplace, en fait, le dispositif de Paul Vanier.
Or, le dispositif proposé par Sacha Houillet est intéressant, mais ne va pas régler le problème de mixité. Et donc, ce dispositif est moins disant que l'article de Paul Vannier. Et donc, moi, je tiens à vous alerter là-dessus. C'est très intéressant, mais quand on rédige à nouveau l'article, ça veut dire que l'article de Paul Vannier disparaît. Il pourrait aussi, c'est vrai. C'est pas lui que j'alerte, c'est mes collègues. Bien, nous allons donc mettre aux voix cet article AC14. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Nous passons maintenant à l'article AC7. Madame Calvez. Merci Madame la Présidente. Et d'ailleurs, on peut s'en réjouir. Ça peut se constater dans les établissements REP et REP+, où on a pu constater un investissement pour dédoubler les classes de grande section CP et CE1. Mais pour autant, nous devons aller encore plus loin en prenant en compte effectivement la part du privé. Et nous, ce que nous proposons, ce n'est pas uniquement d'avoir une logique de malus pour les établissements privés, mais à l'intérieur de cette enveloppe qui concerne les établissements privés, de pouvoir bonifier, inciter à ceux qui jouent le jeu, qui mettent en œuvre des moyens pour pouvoir favoriser la mixité. Ça peut passer aussi par une plus grande progressivité de leurs tarifs, ce qui n'est pas encore le cas. C'est 20% des cas et pas le reste. Et nous souhaitons aussi, par cet amendement, pouvoir poser la question de l'IPS et de sa base légale dans le Code de l'éducation. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, comme indiqué précédemment, la DAF indique que l'IPS est déjà un critère d'allocation des ressources entre établissements publics. Et je redis que ce critère joue pour environ 30%. Mais surtout, dans le cadre législatif actuel, la répartition telle que vous la prévoyez ne pourrait, en tout état de cause, que conduire, comme c'est le cas aujourd'hui, à réallouer les crédits supprimés à des établissements privés très favorisés vers d'autres établissements privés, peut-être moins favorisés, mais ayant néanmoins presque toujours un IPS supérieur, voire très supérieur aux établissements publics du même bassin. Ceci étant dit, votre amendement, s'il était adopté, conduirait au fond, à l'échelle locale, à exacerber les conditions d'une concurrence parfaitement inégale entre des établissements privés qui se verraient confier, grâce au bonus que vous proposez, davantage encore de moyens, face à des établissements publics qui continueraient d'être privés de ces moyens. Donc il me paraît, j'en comprends l'objectif global, la philosophie globale d'essayer d'avoir un regard large, et je partage la volonté d'avoir un regard large. Mais il me paraît conduire à exacerber des situations concurrentielles à l'échelle locale, et de ce point de vue-là, contribuer, s'il était adopté, à l'exacerbation des inégalités entre public et privé. Nous passons donc à... Vous voulez prendre la parole, Madame Calvez. Oui, merci. Alors, je peux entendre et répondre aussi à ce risque d'exacerbation. Moi, je pense quand même qu'il faut reconnaître qu'il y a des écoles privées qui jouent le jeu de la mixité. Sur un même territoire, celui de ma circonscription, vous avez des écoles qui font partie du même réseau. L'une favorise concrètement et a basé son projet d'ailleurs sur la mixité, et une autre, bien pour le coup, ne la cultive pas beaucoup. Donc, en fait, je pense que ce serait aussi quand même intéressant, puisque le bonus de l'un sera un malus pour l'autre. Vous jouez le jeu. Pour moi, c'est vraiment de dire on reste dans une enveloppe constante pour le financement de l'école privée, enfin des écoles privées sous contrat, dans une académie, au sein d'un territoire aussi dense que Levallois et Clichy. On voit des différences de pratique. Encourageons les établissements privés qui jouent le jeu de la mixité. Nous passons donc au vote de cette... Ah, il faut... Alors, attendez. Qui a envie de prendre la parole? D'accord. Donc, d'abord, Monsieur Patriélétus, ensuite, Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Très rapidement pour dire que l'amendement proposé par notre collègue Céline Calvez est un bon amendement en cela qu'il rappelle que le combat pour la mixité sociale doit prendre en compte les établissements publics à côté des établissements privés. Et donc il met au cœur finalement notre modèle éducatif privé comme public cette question de la mixité sociale. Nous ne le voterons pas, et je le dis à ma collègue Céline Calvez, pour la simple et bonne raison, c'est que nous considérons que votre véhicule législatif n'est pas le bon véhicule pour poser cette question fondamentale de la mixité sociale. Et donc, réécriture ou pas réécriture, nous ne pensons pas que le travail, M. Vannier, tout aussi approfondi que vous avez pu mener, permettra d'avoir un débat serein et constructif sur cette question. Donc, nous serons défavorables à tous les amendements sur cette PPL. Monsieur Arenas.
Oui, Madame la Présidente. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le débat sur cette question est loin d'être apaisé, notamment si on regarde les affres d'une ancienne ministre de l'Éducation nationale sur ses propres choix. Mais il ne s'agit pas ici de jeter l'opprobre sur des comportements individuels, mais sur une logique collective. Aujourd'hui, l'amendement tel qu'il est présenté ne réglera pas la question de l'objet qu'il pointe avec juste titre. Parce que si on a beaucoup cité notamment la montagne Sainte-Geneviève à travers Henri IV, on peut rajouter le Grand, mais aussi les écoles maternelles et primaires dans la capitale. Or, aujourd'hui, les phénomènes de ségrégation concernent non pas seulement l'objet qui est pointé par le rapporteur, mais aussi des phénomènes d'évitement qui sont organisés, y compris dans les écoles publiques. Mais force est de constater que dans les écoles publiques, eh bien, l'effort est fait et que l'école privée s'en affranchit. C'est pour cette raison qu'il me semble que cette proposition de loi doit être votée par l'ensemble des parlementaires, parce que c'est un premier pas vers notre objectif commun qui est de rassembler dans les écoles publiques ou privées la représentation de la nation qui commence par l'école. Parce que, rappelons-le, l'école forme des citoyens et si nous ne créons pas cette cohésion sociale dans le système éducatif, nous aurons bien du mal à le retrouver en fin de chaîne. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Céline Calvez, vous dites qu'il y a des écoles privées qui jouent le jeu. C'est rare, mais c'est vrai, tout à fait. J'en ai visité d'ailleurs. Je le redis, ces écoles-là ne sont pas concernées par la mise en place du malus que je propose. Dès lors qu'elles sont mixtes socialement et scolairement, elles ne se verraient pas appliquer le malus. Faut-il pour autant qu'elles bénéficient d'un bonus ? Bien, je ne le crois pas, parce que les écoles publiques environnantes, elles, ne pourraient pas y prétendre, dès lors qu'elles sont, vous le savez, astreintes à la carte scolaire et qu'elles ne peuvent pas faire évoluer leur composition sociale et scolaire. Je vous remercie. J'aimerais peut-être ajouter un mot au sujet de cet amendement. La difficulté, en fait, d'écrire un amendement sur deux programmes distincts, c'est-à-dire le privé et le public, c'est en fait de trouver une solution de bonus, malus et de vases communicants dans le privé et puis dans le public. Sauf que ça ne règle pas fondamentalement le problème, puisque majoritairement, les problèmes de non-respect de la mixité sont dans les écoles privées. Et, il y en a aussi dans le public, hein, ça je le nie pas du tout, et même je le dis clairement dans ma proposition de loi. Donc, mais cet amendement ne règle pas le problème, en fait, de gérer mieux la mixité et dans le public et dans le privé. Mais bien sûr, on a un frein, c'est les deux programmes distincts. Voilà. Donc je mets aux voix cet amendement AC7. Monsieur le rapporteur a donné un avis défavorable à cet amendement. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Nous passons maintenant à l'amendement AC19. Monsieur Vannier. Merci Madame la Présidente. Si vous me le permettez, je vais rapidement défendre le 19 et le 22 qui visent au fond à rappeler que cette proposition de loi a un objectif de mixité sociale et scolaire et donc qui vise à insérer les mots « et scolaire » après la mention « mixité sociale ». Nous pouvons mettre aux voix dès à présent ces deux amendements AC19 et AC22. Qui vote pour? Qui vote contre? Ils sont rejetés. Nous passons maintenant à l'amendement AC... Ah, pour le 22, même avis, même vote. Oui. Nous passons maintenant à l'amendement AC20. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement donc à ma propre proposition de loi qui est issue des auditions que j'ai conduites ces derniers jours et qui vise à préciser l'indicateur de mixité sociale et scolaire que je propose d'introduire en détaillant les modalités de sa construction. La construction de l'indicateur de mixité sociale doit permettre de refléter de façon fiable l'effort éducatif des établissements à l'égard des élèves des milieux défavorisés et des élèves les plus en difficulté d'un point de vue scolaire. Ces deux populations ne se recoupant pas bien qu'elles présentent d'importants niveaux de corrélation dans tous les pays. Or, l'indicateur de position sociale présente plusieurs faiblesses. En premier lieu, il n'est pas défini par la loi et il n'est peut-être pas pertinent d'en figer la définition afin de lui permettre d'évoluer et de s'enrichir. En second lieu, les méthodes selon lesquelles il est actuellement établi reposent en grande partie sur les établissements et pourraient susciter des stratégies de contournement. Enfin, il n'inclut aucune variable concernant le niveau scolaire des élèves et pourrait donc
en étant utilisé seul, conduire à des effets de bord par la captation des meilleurs élèves des milieux défavorisés par les établissements d'enseignement privé. Pour toutes ces raisons, il semble pertinent de retenir des indicateurs objectifs et non contestables, la CSP des parents, le taux de boursiers par échelon dans le second degré et la réussite, et le résultat des évaluations nationales, en intégrant donc des données à la fois sociales et scolaires à l'indice de mixité socio-scolaire. Je vous remercie. Monsieur Chudeau. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, il ne me semble pas du domaine de la loi de définir avec précision l'indicateur de mixité scolaire. L'IPS, dans sa forme actuelle, est un outil d'administration qui permet l'allocation des moyens. Et c'est tout. Et cet outil remplace un outil ancien qui était les IPES, indicateurs de pilotage de l'enseignement secondaire, qui reposait sur les PCS, sur les professions, catégories sociales. Donc rien de neuf sous le soleil, il s'agit de pure administration. Il ne me semble pas que votre proposition s'inscrive dans les prérogatives du Parlement. Merci, Monsieur Balanant. Bon, merci. Avec cet amendement et cette partie de votre texte, on voit la limite de l'exercice en réalité. Moi, je comprends votre volonté de faire de la mixité. Et d'ailleurs, le sujet, c'est pas tant la mixité, le sujet, c'est la réussite de tous les élèves de tout le territoire en France, dans les villes, mais aussi dans nos campagnes. Et c'est là que je voudrais revenir sur la spécificité, par exemple, et la réussite de nos établissements publics et privés dans le département du Finistère et plus largement en Bretagne. Vous avez des réalités professionnelles dans les territoires, c'est-à-dire que comment vous faites de la mixité quand dans un territoire vous avez des personnes qui sont effectivement, parce que c'est le territoire, plus sur une profession. Il y a un moment donné, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que chaque élève puisse réussir. Et dans nos territoires, chez nous, par exemple, moi j'ai fait une partie, enfin non, j'ai fait l'intégralité de mon éducation scolaire dans le privé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y avait un pensionnat mixte et mes parents souhaitaient que j'aille dans un pensionnat mixte. Et c'est comme ça que j'ai fait du privé. Après, j'ai continué mes études dans le secondaire, dans le public. Merci. Et franchement, je ne comprends pas votre histoire parce que je crois que vous êtes en train de mettre des freins sur les territoires à la liberté du territoire de s'organiser par rapport à ses spécificités. Monsieur Arenas. Oui, Madame la Présidente, je ne crois pas que cet amendement relève les caractéristiques duquel on est en train de l'affubler. En revanche, je suis assez étonné que des députés qui, d'une façon ou d'une autre, ont soutenu les différentes majorités du président Emmanuel Macron et des différents premiers ministres qui en sont découlés et les ministres de l'Éducation nationale qui étaient affectés, de ne pas vouloir objectiver, alors que précisément, il y a des objectivations qui ont été mises en œuvre. Je pense par exemple aux évaluations des élèves. Ces majorités du président de la République n'ont eu de cesse que de demander de l'objectivation. C'est précisément ce que propose cet amendement. D'avoir des indicateurs fiables, qui soient de nature à éclairer le débat public, qui soient de nature finalement à faire jouer son rôle au Parlement, parce que quand il y a énormément d'exceptions qui deviennent parfois des règles, eh bien il convient de légiférer. Et ce n'est plus du réglementaire, comme le disait M. Judeau, dont la remarque par contre est tout à fait pertinente. Je vous remercie. Madame Hadizadeh. Oui. Si certains ne veulent pas d'un indicateur de mixité sociale, si on l'a bien compris ce matin, c'est parce qu'ils ne veulent pas de mixité sociale. Et c'est bien là tout le problème. Oui, on veut tous que les élèves réussissent, mais à un moment donné, il va falloir qu'on définisse aussi ce que ça veut dire réussir. Est-ce que ça veut dire que chacun de nos élèves doit avoir les meilleures notes tout seul dans leur coin ? C'est vrai, c'est un souhait que tout parent a, mais aussi un autre souhait dans la réussite. C'est qu'on puisse échanger, rencontrer et faire équipe, faire société avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Et c'est bien ça c'est bien là où notre République est faible, et c'est bien là où elle est menacée, c'est bien là où elle vacille. Donc si notre école tient la République, c'est parce que nous devons atteindre cet objectif de mixité aussi. Et c'est pour ça qu'il nous faut des indicateurs. Et c'est parce qu'il y a de l'argent public qui est en jeu aussi dans les écoles publiques qu'il nous faut cet indicateur. C'est juste de la bonne gestion de l'argent public. Madame Calvez, allez-y.
Merci Madame la Présidente. Alors sur cet amendement, moi je rejoins le besoin d'indicateurs. On a vu que la révélation et la publicisation des IPS a été plutôt saluée. C'est quelque chose que l'on doit encourager. Du coup, je regrette qu'on abandonne un peu le fait de pouvoir consacrer l'IPS dans la loi. En fait, vous mentionnez que l'IPS est pas vraiment, il faut qu'il évolue, il faut qu'il n'est pas forcément fiable. Moi, je trouve que j'attendais plutôt qu'on puisse consacrer davantage l'IPS. Et puis, j'ai un autre regret par rapport à cet amendement, c'est que si vous vous appuyez sur les CSP ou encore les résultats obtenus ou encore le taux d'élèves boursiers, moi, je regrette qu'on ne prenne pas en compte le caractère de mobilité qui existe au sein d'un territoire. On a des territoires, moi par exemple dans ma circonscription, on a 10% quasiment de gens qui viennent d'année en année. Il faudrait pouvoir prendre en compte le caractère très changeant de ce qui se passe sur un territoire. Et je pense que malheureusement, on va devoir voter contre parce que ça ne suit pas vraiment ce que nous recherchions avec ce débat sur l'IPS. Merci. Juste pour ajouter un complément d'opinion, peut-être. Aujourd'hui, les critères retenus pour les REP et les REP+, sont les mêmes depuis 2014, et ce sont ces critères, c'est-à-dire les catégories socio-professionnelles, le nombre d'élèves boursiers, mais aussi, malheureusement, parce qu'en 2014, il y avait encore des redoublants, le taux de redoublants dans chaque établissement. Donc ce ne sont pas des critères un peu étranges, hein, ce sont des critères d'indicateurs tout à fait habituels. Moi, je pense que cet amendement est bienvenu parce qu'il manquait cruellement à l'article. Il peut être affiné, et c'est ce que peut-être on peut aussi regretter et proposer, c'est-à-dire un affinement des indicateurs, mais il va tout à fait dans le bon sens. Nous avons, je pense, monsieur le rapporteur, allez-y. Merci Madame la Présidente. Monsieur Chudeau, en effet, cela ne relève pas de la loi, et je renvoie d'ailleurs à un décret en Conseil d'État. Simplement, je considère que c'est au législateur, à nous, de fixer la rédaction de ce décret en posant des principes et des repères. Monsieur Balanant, il faudrait un indicateur pour Paris et un pour Quimperlé. Non mais je vous ai entendu le dire, pardon, je vous ai entendu le dire. Bah, je vous ai entendu dire ça, alors peut-être que je vous ai mal compris. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'indicateur sera différent d'un établissement à un autre. De même, Madame Calvez, qu'il variera dans le temps et qui sera renouvelé chaque année, et que donc il prendra en compte les effets de la mobilité résidentielle, qui est particulièrement prononcée dans votre circonscription. Je n'abandonne pas l'IPS, pour être clair. Ma volonté n'est pas du tout de dire que l'IPS n'est pas un bon indicateur. C'est un indicateur tout à fait utile, tout à fait pertinent. Je me réjouis qu'il soit désormais rendu public. Simplement, dans la procédure qui conduit à sa déclaration, il y a une faiblesse, puisque c'est le chef d'établissement qui auto-renseigne le niveau d'IPS de son établissement sur la base des données qui lui sont remontées par les parents d'élèves. Et il y a là, dès lors que de ce renseignement va dépendre un niveau de financement, une fragilité sur laquelle la DEP a attiré notre attention. Je propose de reprendre la CSP des parents, c'est-à-dire exactement l'information qui permet de construire l'IPS. Mais donc, je veux être clair, c'est un bon indicateur, mais dans un dispositif tel que celui que je propose, il ne suffit pas, il est rendu fragile, et donc il faut, je crois, le préciser. Bien, nous passons au vote de cet amendement AC20, s'il vous plaît. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il est rejeté. Nous passons maintenant à l'amendement AC21. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Cet amendement aussi est issu des auditions que j'ai conduites. Il vise à élargir le territoire considéré pour calculer la moyenne des indicateurs de mixité sociale des établissements publics qui servent de référence à l'évaluation de la contribution de l'enseignement privé à la mixité socio-scolaire. Les établissements privés ont en effet un périmètre de recrutement plus large que le seul secteur sur lequel ils sont implantés. En outre, les secteurs ne comprennent en général qu'un seul établissement public par cycle. Un élargissement du périmètre au secteur contigu est donc nécessaire pour calculer une moyenne rendant compte de l'effort éducatif des établissements publics environnants. Nous passons au vote de cet amendement AC21. Qui vote pour ?
Qui vote contre? Il est rejeté. Je mets donc aux voix l'article... Oui. Non, non, non. Là, on est à l'article 1. Je mets aux voix l'article unique, ainsi modifié. Qui vote... D'ailleurs, il n'est pas modifié du tout, je crois. Qui vote pour l'article unique? Qui vote contre? L'article est donc rejeté. Et donc nous passons à aux amendements additionnels après l'article unique. L'amendement AC13, Monsieur Houillet. Merci Madame la Présidente. Il s'agit de donner une base légale à l'IPS, comme j'ai dit dans ma discussion générale. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, votre amendement a pour objet de donner une base légale à l'indice de position sociale et de prévoir sa transmission annuelle par le ministère de l'Éducation nationale aux collectivités territoriales, celles-ci devant les transmettre à leur tour aux établissements de leur ressort. Si je partage votre objectif d'assurer le recueil par l'État des données permettant de faire état des écarts de composition sociale entre les établissements, je donnerai un avis défavorable à cet amendement pour 3 raisons. La publication des données statistiques me semble plutôt bien assurée, comme cela a été le cas pour l'IPS, bien que cela ait pris du temps et requis des recours devant la CADA, puis devant le tribunal administratif. Figer une donnée statistique dans la loi ou par un décret en Conseil d'État rend par ailleurs son évolution très difficile. Or, ces évolutions méthodologiques sont souvent indispensables. L'IPS, par exemple, a été créé en 2016 et modifié en 2023 pour l'améliorer. J'ai donc moi-même renoncé à le faire entrer dans la loi à la suite des auditions pour ces raisons, mais aussi car il ne donne pas d'informations sur le niveau proprement scolaire des élèves et me paraît donc insuffisant pour garantir une mixité à la fois sociale et scolaire. Enfin, le circuit de communication que vous prévoyez, s'agissant d'une donnée publique, me semble trop complexe et source de charges administratives peu justifiées à mon sens. J'ai donc un avis défavorable. Monsieur Houillet. Bon, d'abord, la difficulté, c'est qu'on peine à en obtenir la communication annuelle, d'où la base légale que je cherche à apporter à cet indice. Ensuite, sur l'évolution des caractéristiques, vous avez vous-même déposé un amendement pour en préciser le contenu. Et donc, ce n'est pas parce qu'on le fige par le nom, l'indice de position sociale, qu'il n'est pas amené à évoluer dans sa définition par la loi ou par le règlement. Et donc ça, je pense que ce n'est pas une opposition qui se justifie. Et ensuite, sur le circuit, vous avez aussi déploré tout au long de l'examen de cette proposition de loi, le fait que ce sont les chefs d'établissement qui font remonter les informations. Il s'agit de faire différemment pour cet indice de position sociale que je propose d'inscrire dans le texte, dans la loi, en lui donnant cette base légale. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense que les oppositions que vous avez manifestées ne se justifient pas et que je maintiens l'amendement que j'ai déposé. Oui, Monsieur Vanier, allez-y, Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur Houillet, pour être précis, justement, je ne cherche pas à définir l'IPS dans la proposition de loi. C'est d'ailleurs pour ça que je propose la création d'un nouvel indicateur. Mais, parce que je considère aussi qu'il y a une forme de liberté scientifique qu'il faut respecter du côté des organismes qui produisent ce type de données, et notamment de l'ADEP, et qu'il ne revient pas aux législateurs de figer leur travail, de le contraindre, comme vous proposez de le faire. Nous mettons donc aux voix cet amendement AC13. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Amendement AC18, Monsieur Bonnet. Oui, cet amendement vise à supprimer la possibilité offerte à l'État et aux collectivités d'aller au-delà de la subvention obligatoire. Nous le savons, certains établissements bénéficient de subventions publiques facultatives très généreuses dans certaines régions, départements ou par des municipalités, sans aucune contrepartie. Par cet amendement, nous proposons d'interdire cette faculté d'octroyer ces subventions facultatives. Cela s'inscrit dans le sens de cette proposition de loi. Certains élus pourraient être tentés de pallier avec de l'argent public la réduction de subventions obligatoires en cas de mixité sociale trop faible. Et donc, du coup, cela contournerait nos objectifs. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Bonnet, vous proposez de supprimer les subventions d'investissement que les collectivités territoriales peuvent allouer aux seuls établissements privés du second degré d'enseignement général et qui peuvent constituer jusqu'à 10% du budget annuel de ces établissements. Je ne peux que donner un avis favorable à cet amendement qui correspond d'ailleurs à l'une des recommandations du rapport d'information Vanier-Weisberg publié au printemps. Je donnerai 3 arguments principaux pour la suppression de ces subventions.
Tout d'abord, elles sont contraires au principe de parité des financements entre établissements publics et établissements privés. Si une collectivité veut donner davantage de moyens à des écoles publiques, elle a l'obligation de prendre en compte ces moyens pour le calcul du forfait d'externat versé aux établissements privés en vertu de ce principe, qui, en revanche, ne s'applique pas aux subventions versées aux établissements privés. Cela est parfaitement anormal. Si on appliquait ce principe de façon réciproque, une subvention facultative de 10 000 € à un établissement privé devrait se traduire par une subvention de 50 000 € à un ou des établissements publics. Ensuite, cet article crée des inégalités territoriales puisque le niveau de financement de l'investissement des établissements privés est en grande partie déterminé par la couleur politique de la collectivité et ou par sa situation financière particulière à un moment donné, qui peut dépendre de nombreux autres facteurs. Enfin, ces subventions d'investissement constituent un financement direct sur fonds publics d'un patrimoine privé, ce qui me paraît absolument injustifiable. J'ai donc un avis favorable. Je vous remercie. Monsieur Chudeau. Merci Madame la Présidente. Ce sera pour nous évidemment un avis défavorable. Comment ne pas voir que cet amendement, au fond, continue le travail entamé par Monsieur Vannier. Nous sommes bien en présence d'une offensive organisée, méthodique, systématique, de destruction de l'enseignement catholique en France. Et l'amendement numéro 18 en est la preuve évidente. Donc évidemment, vous ne pouvez pas compter sur nous pour le voter. Merci. Monsieur Patriel-Létus. Merci Madame la Présidente. Monsieur Bonnet, j'étais choqué par la manière dont vous avez présenté votre amendement, laissant insinuer que les maires ou que les présidents de collectivités locales pouvaient entrer. Alors, j'ai pas compris que c'était une forme de clientélisme, ou en tout cas d'un financement qui procéderait d'intentions cachées. C'est ce que vous avez laissé entendre. Et je veux le dire ici, moi qui appartiens à un groupe politique composé d'élus locaux, que les élus locaux, s'ils subventionnent parfois de manière très importante des établissements privés, c'est aussi parce que dans les territoires ruraux, ces établissements, et on en a parlé tout au long de cette matinée, jouent un rôle très particulier. On a notamment évoqué le cas de la Bretagne. Par ailleurs, au moins votre amendement, il est clair. Vous expliquez de manière très limpide que pour vous, les établissements privés ne remplissent pas leurs obligations d'inclusion. Et donc, c'est une vision effectivement très négative que vous portez ici d'établissements privés. Donc, nous voterons résolument contre cet amendement. Monsieur Bonnet. Et ensuite, Madame Calvez. Oui, un seul objectif, la justice, la loi, la règle et l'équité pour tous. Madame Calvez. Merci beaucoup. Alors, moi, je pense que plutôt que limiter la possibilité d'accorder des subventions supplémentaires, peut-être réfléchir à un autre modèle. Je trouverais dommage qu'on limite cette possibilité. On a des écoles, certes privées, mais qui sont les seules d'un village. Et un village peut sauver l'école, et l'école peut sauver un village. Ce serait dommage de limiter la possibilité pour les communes d'accentuer leur aide. Par contre, quand on est dans une commune où il peut y avoir plusieurs établissements, c'est peut-être de conditionner l'octroi de subventions supplémentaires à ce qu'il y ait une aide réciproque dans l'établissement qui se trouve aussi sur la même commune. En fait, moi, ce que je préfère, c'est qu'on dise on peut toujours garder cette liberté, mais la responsabiliser aussi pour que ces investissements dans le système éducatif puissent être au mieux répartis au sein des établissements de la commune. Je vous remercie. Nous avons terminé. Oui, allez-y, monsieur le rapporteur. Juste une remarque, Madame la députée Calvez, les communes ne sont pas concernées par cet amendement, puisque ce sont les établissements du second degré qui seraient privés de ces subventions facultatives. Passons donc au vote de cet amendement AC18. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Amendement AC9, Madame Calvez. Merci beaucoup. Alors cet amendement fait référence au plan mixité qui avait été lancé par le ministre de l'Éducation en 2023 et qui touchait aussi bien les établissements publics que les établissements privés et était institué, vous en avez parlé monsieur le rapporteur un peu plus tôt, les instances académiques de concertation pour la mixité sociale et scolaire qui réunit non seulement les représentants des collectivités territoriales mais aussi les représentants des établissements publics et privés sous contrat, les représentants de parents d'élèves, tout ça sous l'égide du recteur. Vous l'avez dit, il n'y a que 2 tiers, un peu moins des 2 tiers des académies qui l'ont mis en place. Ça devrait être partout le cas. Et donc cet amendement l'objectif c'est de rappeler qu'il y a cette nécessité et de pouvoir encourager à pouvoir faire que si ce n'est pas fait, c'est la loi qui l'y oblige. Monsieur le rapporteur.
Merci Madame la Présidente. Madame la députée, votre amendement consiste à créer de nouvelles instances de concertation pour la mixité sociale et scolaire. Comme indiqué précédemment, et vous l'avez rappelé, la loi séparatisme a déjà prévu la création dans chaque académie de commissions de concertation, notamment chargées de veiller à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements privés sous contrat. J'entends que les instances que vous entendez créer sont différentes, puisqu'elles réuniraient également des représentants des établissements publics et des parents d'élèves, et seraient spécifiquement chargées de la question de la mixité socio-scolaire. Je les trouve donc plus intéressantes que les premières. Je ne suis absolument pas convaincu que la création de nouvelles instances fonctionnerait, ceci étant dit, mieux que les précédentes, qui n'ont pas encore été créées dans toutes les académies plus de 3 ans après l'adoption de la loi. Je crains que ce doublon n'ait pas nécessairement d'efficacité dans les faits, et il aurait donc préféré un amendement qui aurait modifié les instances existantes. Je donnerai toutefois un avis de sagesse sur cet amendement. Monsieur Balanant. Moi, je trouve que c'est intéressant cet amendement parce que depuis tout à l'heure, on parle de l'IPS et on en fait un élément permettant de voir la mixité. Il ne permet pas de voir la mixité, hein. Il permet juste de faire la photographie d'un collège, d'un lycée. Sa photographie. Les écarts types ne sont pas connus. On peut avoir un IPS où vous avez des gens à 170 et d'autres à 38, ou on peut avoir tout le monde à 100. Et si tout le monde est à 100, par définition, on n'a pas de mixité, et pourtant l'IPS est pas mal. Donc moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette réflexion, parce que c'est quoi un bon collège? C'est quoi un bon lycée? C'est un collège et un lycée qui permettra à tous les enfants de réussir, quel que soit son niveau. Et son niveau, on le sait, son niveau scolaire et son niveau comment dire, la chance qu'il a de réussir, on sait aussi que ça ne dépend pas que de moyens parfois financiers. Ça dépend parfois de la formation et de la volonté des parents. On sait très bien que les enfants de profs réussissent très bien. Pourtant, les enfants de profs ne sont pas des enfants de riches. Donc vous voyez que la question que soulève ma collègue Céline Calvez, l'idée d'avoir ce dialogue, cette discussion pour améliorer la mixité sociale et donc, quoi qu'en pense M. Chudeau, améliorer la réussite globale d'un collège ou d'un lycée, me semble être une bonne idée. Moi, je voterai pour cet amendement. Merci. Monsieur Chudeau. Merci Madame la Présidente. Cher collègue Calvez, vous ne croyez pas qu'il y a déjà dans l'appareil de l'État assez de commissions et de comités Théodule comme ça, notamment dans l'éducation nationale, pour ne pas avoir besoin d'en rajouter un? Je vous rappelle simplement, amicalement, qu'il existe dans chaque académie un conseil académique d'éducation nationale et dans chaque département un CDEN, qui peuvent parfaitement dans leur ordre du jour se saisir de ce sujet-là, parfaitement, hein, et il revient à leur président de le faire, et qu'il est donc inutile de créer une instance supplémentaire dans un système qui déjà croule sous les comités Théodule. Je vous remercie. Madame Calvez, allez-y. Je voulais savoir à ce niveau de débat si on pouvait forcer l'ordre du jour des CDEN, parce qu'en fait, manifestement, ils ne s'en saisissent pas. Donc l'idée de créer une instance, c'est d'obliger à aborder ce sujet là où il n'est pas abordé dans les instances existantes. Monsieur Arenas. Merci Madame la Présidente. Moi, je suis assez sensible à l'avis du rapporteur. Effectivement, il y a déjà des instances dans lesquelles siège l'ensemble de la communauté éducative qui doivent se saisir de cette question-là. La question, c'est pourquoi les recteurs ne le font pas? Pourquoi les directeurs académiques ne le font pas? Et pourquoi aussi est-ce qu'on convoque ces moments aux heures où les parents d'élèves sont au travail, méprisant ainsi la loi qui doit organiser ces séances aux heures où les parents peuvent siéger? Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est vous êtes aux affaires depuis maintenant un certain nombre d'années. Comment se fait-il que les ministres de l'Éducation nationale successifs n'aient pas imposé dans la feuille de route de tous les recteurs et de tous les directeurs académiques, en l'occurrence, de imposer cette discussion, qui d'ailleurs pourrait s'élargir, parce qu'ils en ont le droit et la capacité, à des acteurs de la société civile, je pense notamment aux associations, qui pourraient amener une expertise dans les auditions pour prendre en compte les sujets qui sont abordés. Donc je dis que plutôt que de rajouter une instance supplémentaire, de déjà faire vivre démocratiquement les instances existantes en garantissant que les lois de participation soient respectées et qu'elles s'ouvrent au-delà de la communauté éducative pour pouvoir avoir droit à une expertise, comme c'est rappelé par exemple dans la ruralité, puisque ça vient à chaque fois dans les interventions pour justifier le reste. Merci. Monsieur Patrialétus pour la dernière intervention. Ensuite, on passe aux voix. Très rapidement, je vais dans le sens de mon collègue Rodrigo Ana. C'est vrai qu'il y a Madame Calvez, beaucoup d'instances académiques qui aujourd'hui existent. Je veux juste en citer une, par exemple le recteur de Toulouse qui a mis en place en 2023 un observatoire mixité. C'est qu'une instance académique de concertation, et c'est vrai que
voilà, il y a énormément d'instances de concertation et je pense qu'il faudrait, avant de créer une nouvelle, peut-être poser à plat tout ce qui existe, voir les bonnes pratiques, peut-être identifier des rectorats qui auraient mis en place des instances qui fonctionnent et qui permettent d'avancer sur cette question de la mixité sociale. Et fort de cette analyse et de ce constat, peut-être créer effectivement, comme vous le proposez, Mme Calvels, une instance qui permette d'être cohérente avec tout ce qui existe déjà. Donc nous passons aux voix pour cet amendement AC9. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Amendement AC17. Monsieur Bonnet. Oui, l'objectif de cet amendement est d'obliger les directions d'établissements privés sous contrat à remettre un rapport annuel au rectorat sur les moyens de mise en œuvre afin de rapprocher leurs indicateurs de mixité sociale de la moyenne pondérée des indicateurs de mixité sociale des établissements publics d'un même secteur. Il s'inscrit dans la lignée de la proposition de modification de l'article L111-1 du Code de l'éducation proposé. L'objectif, là, par contre, est d'obliger les directions d'établissements à expliciter les moyens qu'ils déploient et pas seulement limiter la législation à la réduction de la subvention d'État. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Bonnet, votre proposition a le mérite d'inviter les chefs d'établissement privés sous contrat à conduire une réflexion sur les moyens d'améliorer la mixité socio-scolaire en leur sein. J'y suis donc favorable. Monsieur Patriélétus. Oui, moi, je continue à être stupéfait par les exposés des motifs de notre collègue. Vous écrivez noir sur blanc que l'État ne peut cautionner que ces établissements privés ne fixent pas d'objectif de mixité sociale. Mais je vais vous poser une question. Je vais plutôt vous présenter un exemple. Le lycée qui a l'IPS le plus faible de France, le plus bas de France, c'est un lycée privé. C'est le lycée professionnel de coiffure et d'esthétique des Abîmes en Guadeloupe, un établissement privé sous contrat avec un IPS de 49,5. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il y a une volonté délibérée de ne pas fixer des objectifs de mixité sociale? Non, c'est la réalité de ce territoire, c'est la réalité de cet établissement. Et, puisque j'ai la parole et j'en terminerai là, le lycée qui a l'IPS le plus élevé en France, c'est un lycée dans les Yvelines et c'est un lycée public. Monsieur Bonnet. Quand il pleut dans votre jardin, il ne pleut pas sur la planète entière. L'exception ne fait pas la règle. Madame Bagné. Oui, encore une fois, on va rappeler ce qui a déjà été dit, mais quel levier peut avoir un directeur d'une petite école privée sous contrat d'un petit village français pour rapprocher son indicateur de mixité sociale de la moyenne pondérée des indicateurs de mixité sociale des établissements publics du même secteur de carte scolaire? Réveillez-vous, il y a des écoles où il y a 25, 40 élèves, c'est complètement inapplicable. Bien, nous passons... Madame Calvez, pour finir, ensuite on passe aux voix, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a un levier dont bénéficie quand même, pour répondre à ce que vient de dire ma collègue Bagné, il y a quand même un levier qui est à la disposition des établissements, c'est de pouvoir faire varier et rendre progressif leurs tarifs, ce qui n'est pas le cas partout. Ce qui est le cas dans un établissement sur 5. Moi, je pense que c'est à la main, justement, des établissements de pouvoir attirer d'autres profils. Et donc, ils ont les moyens quand même de pouvoir y contribuer. Merci. Nous pouvons donc passer aux voix maintenant de cet amendement AC17. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Amendement AC15 retiré. Amendement AC8, Madame Calvez. Oui, merci. Cet amendement fait référence au protocole qui a été signé entre l'État, enfin entre le ministère de l'Éducation nationale et le secrétariat général à l'enseignement catholique, qui représente plus de 90% des établissements privés sous contrat. Ce protocole avait différents objectifs, et notamment par rapport à la tarification progressive, mais surtout de pouvoir transmettre des informations, faire œuvre de transparence sur plusieurs données, comme par exemple le montant des contributions demandées aux familles, le montant des forfaits d'externat versés par les collectivités et par l'État. Ce protocole est en place. Moi, je propose de le mettre au niveau de la loi et de lui ajouter d'autres critères. Des critères qui seraient d'autres indicateurs, des critères sur quels sont les modes de sélection, les critères de sélection, et puis aussi quels sont les critères d'éviction. Ça avait été pointé dans votre rapport, Monsieur Vanier, avec Christopher Weisberg, c'est qu'il y avait une politique aussi pour pouvoir maintenir un bon niveau de résultats scolaires, où on priait les élèves qui étaient arrivés dans l'établissement de partir ailleurs. Monsieur le rapporteur.
Merci Madame la Présidente. Madame la députée Céline Calvez, votre amendement vise à donner une base légale à la première mesure du protocole d'accord ministère de l'Éducation nationale, secrétariat général à l'enseignement catholique sur la transparence des données relatives au financement des établissements privés sous contrat. Il vise de plus à y ajouter des données relatives aux modalités de sélection et de poursuite de scolarité des élèves, conformément à l'une des propositions que M. Weisberg et moi-même avions formulées dans notre rapport du mois d'avril. Je ne peux donc que donner un avis favorable. Monsieur Arenas. Oui, notre groupe votera favorablement pour cet amendement, évidemment pour des raisons propres aux institutions que nous représentons et celles qui en émanent, mais aussi parce qu'il nous semble que c'est un outil qui sera extrêmement utile pour toutes les chercheuses et les chercheurs qui s'intéressent à la question scolaire et qui mesurent justement finalement la réalité sociologique de nos établissements. Donc nous voterons favorablement pour cet établissement à l'aune de ce qui doit nous guider, à savoir les lumières et la rationalité. Merci. Je vous remercie. Nous passons donc aux voix pour cet amendement AC8. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Amendement AC10, Madame Calvez. Oui, merci beaucoup, pardon, excusez-moi. On fait référence, et ça a été mentionné, à la création d'instances académiques qui étaient par la loi des principes de la République, dit loi séparatisme. Et là, c'est pour demander un rapport sur leur mise en place. Moi, je préfère, comme on l'a présenté, l'instauration d'instances académiques de concertation qui puissent réunir public et privé et toutes les parties prenantes. Mais je pense qu'il est intéressant de regarder ce qu'a donné cette mesure. Monsieur le rapporteur, allez-y. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer, les commissions de concertation créées par la loi dite séparatisme ne sont pas encore toutes mises en place et aucun bilan de leur activité en ce qui concerne la mixité socio-scolaire à laquelle elles doivent veiller n'a pu nous être transmis. Votre amendement me semble donc utile dans une perspective de contrôle de l'application effective de la loi. J'y suis donc favorable. Oui, Monsieur Patrialétus. Merci Madame la Présidente. Donc, je veux dire que ce rapport devrait se pencher sur les fractures territoriales, parce que ce matin, on s'est posé la question finalement du rôle du public et du privé dans les atteintes d'objectifs de mixité sociale, en expliquant que c'était finalement cette opposition public-privé qui contribuait à l'absence de mixité sociale, et en revanche, et c'est totalement faux, parce que la vérité, c'est que c'est les fractures territoriales aujourd'hui qui nourrissent les mixités sociales, et si vous regardez, Monsieur Vanier, vous le savez, les IPS, il y a des écarts significatifs entre les Yvelines, les départements territoires d'outre-mer, et c'est sur cela qu'on devrait plutôt se pencher, plutôt que d'opposer le public et le privé. Comment notre système éducatif peut permettre de réduire des IPS dans des départements qui sont aujourd'hui fracturés, et comment on peut donner à des territoires qui ont des IPS très faibles, notamment Mayotte, par exemple, le plus faible de France, des moyens supplémentaires pour garantir un enseignement de qualité qui permet aussi de réduire à l'intérieur de ces territoires la mixité sociale. Et donc je pense qu'il y a un travail que votre proposition de loi doit engager, un travail plus important sur la mixité sociale à l'échelle de nos territoires et les fractures territoriales qui en découlent. Je vous remercie. Monsieur Chudeau. Merci Madame la Présidente. Non, nous ne voterons pas cet amendement parce qu'il nous semble relever d'une logique permanente du soupçon qui s'inscrit encore une fois dans la continuité du rapport Vanier-Weisberg d'avril dernier. C'est tout à fait déplorable. Non, nous ne le voterons pas, et de toute façon, je voudrais signaler que le rapport de performance annuel du programme 139 peut parfaitement aborder la question de la mixité sociale, puisque la mixité sociale est inscrite dans la loi, article 111-1. Donc il est inutile de demander un rapport supplémentaire. Monsieur Arenas. Oui, merci Madame la Présidente. Nous voterons favorablement pour cet amendement. D'abord parce que si d'aventure, et je ne saurais l'imaginer, cette PPL ne soit pas adoptée lors de la niche LFI, eh bien ça permettra de remettre ce sujet sur la table avec du coup une objectivation. C'est-à-dire qu'on a le droit de se tromper quand on a des préjugés, mais on n'a pas le droit de voter en conséquence quand nous avons les informations réelles. Et je pense que ce rapport pour l'avenir, pour les députés qui siégeront certainement sur nos bancs à l'avenir, auront ce rapport pour pouvoir sortir des préjugés, par exemple la guerre scolaire, tous ces anathèmes qui ressortent comme si nous étions dans un magazine non spécialisé d'éducation, eh bien, sera de nature finalement objectiver les choses, notamment sur les sujets qu'a abordé notre collègue précédemment, sur les questions de fragmentation territoriale qui sont une réalité dans notre République. C'est vrai, il est juste de dire que Mayotte n'est pas l'honneur de la République au niveau éducatif. Merci, Madame Adizadeh.
S'il y a bien une chose que les échanges de ce matin nous confirment, c'est qu'il faut absolument ce rapport. On n'a pas la même vision de ce que doit être l'école, on n'a pas la même vision de l'importance de la mixité, on n'a pas la même vision de comment on doit faire une République ensemble. Ce rapport devrait même exister, on ne devrait même pas devoir faire cet amendement, et donc il est utile de le voter, de le mettre en place. Bien, nous allons donc passer aux voix pour cet amendement AC10. Qui vote pour ? C'est bon ? Qui vote contre ? Cet amendement est adopté. Nous avons donc terminé l'amendement sur le titre est retiré. L'article unique de la proposition de loi ayant été rejeté, mais 2 amendements ont été adoptés, le AC8 et le AC10, qui étaient des amendements additionnels. Je mets donc aux voix l'ensemble du texte. Précédemment, d'abord, monsieur le rapporteur veut prendre la parole.